Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h le matin sur la chaîne Bismart. Ici on parle d'innovation, de l'actualité du numérique. Je vous propose de démarrer cette édition avec un grand retour, le retour d'une marque mythique on va dire en France et en Europe. Pixmania, c'est le grand retour qui sera annoncé ce soir, mais vous en aurez un aperçu en avant-première dans cette édition, dans Smart Tech, avec l'interview de Jean-Émile Rosenblum, le cofondateur de Pixmania et de The Case. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, c'est le débrief de l'actu. On va parler notamment de l'actu numérique autour de la guerre en Ukraine. Beaucoup d'actualités sur ce sujet, mais on essaiera aussi d'aborder d'autres informations autour de Tesla notamment et la méga usine qui va pouvoir démarrer ses productions en Europe. On parlera aussi de l'annonce surprenante de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui a annoncé qu'il allait quitter la politique. Et puis on retrouvera notre rendez-vous mobile business. On verra comment il se transforme petit à petit en terminal professionnel de paiement et on conclura par notre séquence innovation et demain, à quoi pourrait ressembler demain. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, on parle du grand retour de Pixmania. Avant-première donc dans Smart Tech, puisque c'est ce soir que sera annoncé le grand comeback de Pixmania, le grand retour. Bonjour Jean-Émile Rosenblum, merci beaucoup de nous faire la primeur, on va dire, de cette annonce. Bonjour Delphine. Vous êtes le cofondateur de Pixmania, donc la marque historique, mais aussi de The Case qui touche à l'univers du smartphone et des accessoires. Et donc là, l'annonce, vers 19h, 20 ans après, vous nous dites, on va relancer cette marque, on l'a rachetée. Donc vous l'aviez revendu, vous l'avez racheté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un regret? Quelque chose que vous n'avez pas terminé de faire, que vous voulez accomplir? La vie est parfois faite de, on va dire, de hasard qui tombent bien. On a cofondé cette marque avec mon frère dans les années 2001-2002, donc ça a 20 ans. Steve Rosenblum. Voilà, mon frère Steve. Et on en est parti, on a vendu en 2006 et on est parti en 2012. C'est une société qui, à l'époque, avait 1500 collaborateurs. On faisait près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'était vraiment une référence dans le e-commerce. Hein. Oui, il y avait peut-être 30 millions de visiteurs uniques par mois et on était présent dans 26 pays. Ça avait démarré autour de la photo numérique. On a démarré avec le développement de photos numériques et c'était trop tôt. Donc on s'était reconverti à la vente d'appareils photo numériques puisque là, ça c'était en train de boomer. Et puis après, on a étendu petit à petit, à la fois géographiquement, sur l'Europe et à la fois les catégories de produits pour devenir un généraliste du high-tech. Même plus loin, on a été après jusqu'à devenir une marketplace et vendre tout type de produits, un peu comme Amazon. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous, on a vendu en 2006 au groupe Dixons, un groupe anglais, qui est un peu l'équivalent de Fnac et Darty en France, mais sur le reste de l'Europe. Et en 2006, c'est un groupe qui faisait 500 millions de pounds de résultats. Et en 2007, ils ont été pris par la crise de plein fouet, de crise financière. Et c'est un groupe qui est passé de 5 milliards de valorisation à 150 millions. Et donc, ils ont été pris dans la tourmente. Et donc, on a été moins une priorité. Donc, on a moins pu mettre en place les synergies qui étaient escomptées pour nous. Maintenant, on a quand même continué. On a plus que doublé la taille entre 2006 et 2012. Donc, quand ils nous ont racheté, on faisait à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on en est parti, le groupe faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Après, nous, c'était un contrat. En 2006, on devait rester jusqu'à 2009. Et en 2009, comme le groupe Dixons n'était pas en position de nous racheter, on est resté 3 ans de plus. Bon, et donc finalement, on arrive à la fin de l'histoire de Pixmania. Je ne sais pas quelle est votre interprétation si vous pouvez nous en parler, mais qu'est-ce qui vous décide, au moment où tout doit s'arrêter, la marque est à vendre, qu'est-ce qui vous décide à la racheter? Alors nous, pendant... En 2021? Ouais, alors 2020 même, c'est fin mai 2020. Pendant 8 ans, on ne s'était jamais retourné sur la marque. On était parti sur un nouveau projet qui était notamment The Case. Oui. On faisait aussi de l'investissement. On a un fonds d'investissement avec mon frère. Et puis, on commençait à vendre de plus en plus sur Internet, notamment des téléphones reconditionnés. Le Covid ayant modifié la donne, donc on s'est vraiment reconcentré sur Internet. Et là, on a vu la puissance. On a retouché la puissance de l'Internet. Et on s'est dit, quelle est la bonne marque pour s'étendre? Et là, on regarde par hasard sur Internet, Pixmania. Et là, pour la première fois, je tape et je vois quasiment plus aucun produit. Le site existe, mais sans produit. Et j'appelle le service client. Le service client
un message de fin, en fait. Mais la personne qui était derrière le service client, la société, c'était Axialis, qui sont des personnes que je connais. Donc je les appelle, je leur dis, vous savez ce qui se passe avec Pixmania? Et ils me disent, figure-toi que dans 15 jours, ça passe au tribunal. Le Covid a eu raison de... Voilà, ils n'ont pas réussi à trouver de financement. Et donc on prépare un dossier, on se dit, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire de la marque, mais on se dit, cette fois-ci, on la ramène chez nous, ça passe plus de main en main. Au pire, ce sera un trophée, notre trophée, voilà. Et au mieux, il y a quelque chose à faire. Donc, 15 jours après, mon frère prépare le dossier et on gagne. On rachète la marque. Et de là, va commencer la nouvelle histoire. Et qu'est-ce qu'elle vaut, la marque, aujourd'hui? J'imagine que vous avez fait des études de notoriété. C'est la première chose qu'on a faite. 20 ans après. C'est la première chose qu'on a faite. On ne savait pas du tout ce qu'allait être le résultat de cette étude. On a fait une étude Opinionway auprès de 1000 personnes pour savoir ce qu'était devenue cette marque. Et à notre grand étonnement, elle est restée très forte. 35% de taux de notoriété. Et ça, c'est blended, donc avec les jeunes qui ne nous connaissent pas. Les moins de 20, 25 ans ne connaissent pas la marque. Par contre, les 35, 40, 50 ans connaissent la marque à 50, 55%. Donc c'est énorme. C'est-à-dire passer The Case, qui a déjà 9 ans d'existence, c'est 8%, 9%. Back Market, qui au moment de cette étude, faisait 40%. Quand nous on était à 35, ils étaient à 40. Entre-temps, je pense qu'ils ont continué à monter. Donc c'est pour vous dire la puissance encore de la marque. La valeur. La valeur de la marque. Et puis après, Mais alors elle est identifiée comme une marque de quoi? Parce que ça va aussi, j'imagine, présumer ce que vous allez en faire. Eh bien, alors, les questions que l'on a posées étaient, quels sont les attributs de la marque? Alors le retour, c'est une marque internet, e-commerce, high-tech, vendeur d'appareils photo, vendeur de téléphone, vendeur, quand je dis ça, c'est à plus de 60% des gens qui citaient ça. Est-ce que c'est une marque has-been? Pas du tout, moins de 1%. Donc c'est une marque qui s'est éteinte, mais qui est très forte dans le subconscient des personnes qui ont déjà acheté ou connu. Et alors qu'est-ce que vous allez en faire? C'est l'annonce ce soir, mais vous pouvez peut-être nous en donner un avant-goût. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en faire quelque chose d'intéressant, de différent. On ne va pas être sur le même registre que le Pixmania 1.0. Pixmania 2022 va un peu casser les codes, va essayer de s'attaquer à une industrie qui est probablement la plus grosse au monde, dont on se sert tous les jours, en permanence. Et la façon de la consommer, c'est un peu l'enjeu de ce Pixmania 2022. Le smartphone, donc, autour du smartphone. Le mobile. On en saura plus ce soir. Il est possible que le mobile fasse partie de l'aventure. Donc ce soir, ça se passe à Station F. Moi, j'y serai d'ailleurs, dès 19h. Je suis très ravie de participer à cette soirée. Vous avez voulu la placer sous le signe de 2042. C'est-à-dire qu'il va y avoir des keynotes, des personnalités du secteur du numérique qui vont venir nous projeter sur à quoi ça ressemblerait le numérique, la tech dans 20 ans. Pourquoi ? Avec mon frère Steve, on a toujours eu l'habitude d'essayer de ne pas centrer toujours nos soirées ou nos événements que sur Pixmania ou sur notre marque. Donc, c'est essayer de se projeter dans l'industrie sur laquelle on s'attaque. Et l'idée, c'est de là, pour le coup, pour ce relancement, c'est de faire venir des personnalités extrêmement brillantes, importantes du secteur. Donc là, on va avoir Philippe Corot de Miracle, on va avoir Michael Philippe de Jelly Smack, Benjamin Chemla de Shares, vraiment des personnes emblématiques qui vont nous parler d'un secteur, on va dire, en 2042. En fait, quel va être le futur de leur secteur à eux au sein du mobile? Alors, je disais que c'était à Station F. Ça donne aussi une indication sur les investisseurs. Donc, on retrouve Xavier Niel, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous avez réussi à convaincre? Alors, il y a plusieurs choses qui nous rattachent à la Station F. Premièrement, quand Pixmania est né, on était une rue derrière Station F. D'accord. Station F n'existait pas. C'est ce que j'allais dire. À l'époque, c'est pas encore la maison des startups. C'était pas in du tout comme endroit. Et donc, on était d'abord rue du Chevaleret, puis rue Louise Weiss, c'est-à-dire 2 rues à côté de Station F, une rue à côté de Station F. C'était tout naturel que ce soit avec le support de Xavier qui a bien voulu investir dans ce projet-là, et c'est extrêmement important pour nous qu'il soit avec nous, on fasse un petit clin d'œil, parce que c'est absolument exceptionnel ce qu'a fait Xavier à la Station F. Quand on y va, c'est un peu à couper le souffle. C'est quand même le plus gros incubateur de start-up au monde. Et
on trouvait ça un beau clin d'œil de le faire là-bas et de parler peut-être un peu de l'école 42 avec 2042. Alors Jean-Émile Rosenblum, on a 30 secondes juste pour citer d'autres investisseurs. Alors on a Pauline Duval qui est très en vue en ce moment parce qu'elle fait un travail exceptionnel. On va avoir MACSF également, les fondateurs de Sycomore et plein d'autres super investisseurs. Je suis très très content du tour de table parce qu'il y a beaucoup aussi de smart money. Donc une grosse ambition j'imagine autour de la marque Pixmania en 2022. Ouais, on est là pour ça. Bon, eh bien, on en saura plus donc à 19h. Et c'est une soirée, en plus, qui sera diffusée en direct sur le site de la chaîne bismart.fr. Comme ça, vous pourrez tout suivre. Et vous avez eu déjà un avant-goût en première dans Smartech. Merci beaucoup, Jean-Émile Rosenblum, donc cofondateur de Pixmania et de The Case. À ce soir, 19h. Merci, Delphine. C'est l'heure de notre débrief. On va parler de tout ce qui s'est passé cette semaine dans le numérique et la tech. Avec moi aujourd'hui pour commenter l'actu tech et numérique, on a un prospectiviste, Jacques-François Marchandise. Mais non, pas question que je me trompe. Et voilà. Co-fondateur de la FIG, la Fondation Internet Nouvelle Génération, c'était son nom d'origine, en tout cas qui anticipe les mutations liées aux techno depuis le début des années 2000. Depuis 2000. Depuis 2000. Et nous avons aussi un disruptif, Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, jeune start-up de la domotique et de la sécurité. Absolument. Bonjour Delphine. Bonjour à tous les deux. On démarre avec l'actu numérique autour de la guerre en Ukraine, au sujet qu'on suit de près autant que possible ici dans Smartech. Je voulais vous faire réagir à des choses qu'on n'a pas encore traitées cette semaine, notamment les 6,7 millions de dollars en NFT qui ont été versés à une association pour aider l'Ukraine. C'est une initiative d'un collectif Ukraine DAO, derrière lequel on trouve le groupe punk rock russe, les Pussy Riot. Une réaction là-dessus, sur la manière dont le Web3, donc les crypto-monnaies, la nouvelle monnaie, j'allais dire, peut aujourd'hui être utile dans ce type de conflit. Il y a un vrai étonnement, c'est-à-dire l'histoire, quand tout s'effondre, en quoi est-ce qu'on a confiance ? Pas tellement dans les États, on a l'impression que le système bancaire c'est très compliqué, et donc à l'arrivée, les gens vont avoir confiance dans la fondatrice des Pussy Riot, la cofondatrice, qui est connue. Non, mais normalement, on se dit il y a les valeurs refuges, c'est l'or, mais enfin, c'est pas voilà, les Pussy c'est Riot. les punks russes, les valeurs refuges, dans cette histoire-là. Et puis, d'autre part, on va avoir une confiance horizontale dans des systèmes qui permettent de garantir les paiements, etc. Et puis, au fond, ça va permettre d'aller un peu à l'aveugle, déverser sur une NFT du drapeau ukrainien, quand même. Donc, on n'est pas en train de parler d'une œuvre artistique absolument nouvelle, quelque chose. Et puis, le troisième point de la confiance, c'est l'ONG vers qui les sous arrivent, qui doit s'appeler Comeback Alive. Comeback Alive, voilà, et qui donc au fond, par rapport à ce qu'on connaît dans beaucoup d'autres configurations humanitaires, balle neuve. On refait avec des cadres de confiance qui sont super différents de ce qu'on connaissait. À l'instant. Tout à fait. Moi, je pas grand-chose. Ça, c'est une grosse disruption. Tout à fait. C'est l'horizontal versus le vertical, qui est comme un médana à la fin des plateformes. On en pourra en reparler un peu plus tard. Et d'ailleurs, dans vos sujets, il y a un autre point qui touche celui-là. Alors, on va y aller. Juste un point sur... je disais que ça s'appelait Ukraine DAO. Le collectif DAO, c'est donc un acronyme en anglais, mais qui veut dire une organisation autonome décentralisée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment la crypto-monnaie, les NFT, la blockchain, finalement, fournit des outils de résistance vers lesquels on peut se tourner, on peut vraiment avoir confiance? C'est l'horizontal versus le vertical. La blockchain a été faite pour qu'on puisse faire confiance, et le nom, on fait confiance grâce au nombre. Donc voilà, et la bonne nouvelle de ça, c'est que ça permet de bypasser, court-circuiter, disrupter. Mais pas totalement, puisqu'on a des pays qui interdisent les crypto-monnaies, donc ça reste quelque chose de contrôlé, finalement. Comment vous regardez ça, la FIG? À part interdire, on n'a pas tellement de moyens de contrôle. On a beaucoup de reproches à faire aux crypto-monnaies, aux NFT, etc. Le fait que ça soit souvent de l'abus spéculatif, le fait que ça a une empreinte écologique assez forte, le fait que ça soit un déversoir d'argent compliqué, c'est rien de le dire, mais certainement pas le fait qu'on puisse la contrôler ou interférer.
Donc ça, moi, j'avoue que pour le coup, comme le dit Alain, dans un cadre horizontal, ça marche. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui challenge fortement les anciens cadres classiques de confiance, de pouvoir, etc., pour qu'ils s'y prennent autrement et qu'eux-mêmes, ils intègrent des cadres de confiance totalement rénovés. Quelque part, c'est rebondir sur un déficit des entités verticales traditionnelles. Oui, c'est presque un retour au cash, mais dans lequel on peut avoir une traçabilité et donc une confiance. Ce que dit une des fondatrices d'Ipsiriot, elle dit que les crypto-monnaies n'ont pas de frontières, pas de permis, et sont tellement plus faciles et rapides que la monnaie fiduciaire. Plus facile, je ne sais pas. Chez les geeks, oui. Mais chez les geeks. Oui, c'est ça. C'est quand même, pour l'instant, ça reste réservé à un type de population. On ne peut pas imaginer que des grosses associations humanitaires puissent avoir recours uniquement à ce type de donation. Comme le sujet là n'est pas la spéculation, il n'y a pas de risque que le Pékin moyen se fasse plumer. Au fond, voilà, à condition que ça aille vers l'objectif visé, moi, j'ai pas de problème. Pour le reste, la plupart du temps, tous les usages qu'on nous raconte des NFT sont des usages aberrants, non nécessaires, qui vont plumer les pigeons, etc. Qui peuvent financer des artistes aussi, redonner de la valeur à l'art. En ce moment, les musées sont en train de se dire est-ce que ça peut nous sauver du désengagement des États, etc. C'est quand même pour l'instant, c'est les dérives du marché de l'art en mode aggravé, les NFT. Donc, alors, si je reviens aux associations humanitaires, aux organisations internationales, peut-être qu'elles devraient s'intéresser davantage, en tout cas, à ce mode de financement. Dans les 12 heures qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, plus de 400 000 $ en bitcoin ont été donnés à cette association Comeback Alive. On enchaîne avec Arkady Volozov, qui est l'entrepreneur russe derrière le géant Yandex. Yandex, on dit que c'est l'équivalent de Google en Russie, qui a perdu donc 2 milliards $ en 3 mois. Depuis ce conflit. En fait, c'est l'action Yandex qui s'est totalement effondrée. Il y a des investisseurs étrangers aussi qui commencent à rechigner. Est-ce que ça, c'est aussi une façon de mener une guerre un peu différemment à travers l'investissement ? Je ne suis pas sûr. En fait, Yandex, le problème, c'est qu'ils sont jugés trop proches du pouvoir. Et donc, c'est quand même 45% de la part de marché sur les moteurs de recherche contre Google, qui est à 52%. Donc, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment très proches de Google. Et en fait, les cadres à l'intérieur de Yandex s'en vont. Oui. Parce que en fait, même la population russe ne peut pas accepter la guerre en Ukraine. Et donc, ils ont un vrai sujet de légitimité et de légitimité de leur business. Si vous n'êtes pas un moteur de recherche normal, si vous faites que des fake news. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit une guerre. Je pense que c'est une des limites des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, enfin de tout. Voilà. La chose intéressante là-dedans, c'est que en fait, Yandex dit être plutôt à l'abri des sanctions. C'est pas ça leur problème. Leur énorme problème, alors, d'une part, c'est les actionnaires, ce qui veut dire que c'est les milliards virtuels qui ont été perdus si tout allait autrement pour être regagné. Le business de Yandex resterait entier. Mais leur vrai souci, comme le dit Alain, c'est l'interne. Moi, je pense qu'il ne faut pas, si on monte un peu au général, tout un ensemble de choix et, j'allais dire, d'éthique des entreprises du numérique, aujourd'hui est porté par l'interne des entreprises du numérique. Les ESN nous le racontent, les startups disent on a du mal à recruter si on dit qu'on fait n'importe quoi avec les data, avec la planète, avec la privacy et tout ça. Donc on est dans un monde dans lequel les grands discours, les manifestes, etc., pèsent pas grand-chose par rapport au fait qu'en interne... Il faut qu'on croie à la mission en fait, de l'entreprise. Et le discours va jamais suffire parce que les employés, ils sont au courant. Ils font. Et ça leur fait... Oui, alors là, ce qui crée des remous en interne, c'est que la page actualité du portail est filtrée, en fait. Elle filtre les articles qui parlent de guerre, voilà, pour les requalifier en opération militaire spéciale. Bon. Une incidente, mais il faudra parler une autre fois. Comparer les salaires chez Apple et chez Facebook montre que Facebook doit payer plus cher pour avoir des employés qu'Apple. Et voilà. Ça n'existe pas qu'en Russie. C'est peut-être récent, ça, non ?
Oui, la statistique, je l'ai vue il y a quelques mois. Depuis que la situation se dégrade. Ah oui. L'image Oui. se dégrade en tout cas. Oui. Toujours en Ukraine, donc Starlink avec Elon Musk qui accélère son déploiement pour permettre en fait des communications de secours en Ukraine quand il y a des coupures internet pendant le conflit. C'est aussi un avantage économique intéressant non, pour Elon Musk de faire ça. Alors, je ne sais pas s'il les vend. Mais déjà, pour rebondir sur ce qu'on se dit avant, ça reste de l'horizontal. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des infrastructures Internet, je vais directement par le ciel. Et la bonne nouvelle, comme il a déjà plus de 4000 satellites en l'air, les Russes ne pourront pas les dézinguer si facilement que ça. Même s'il a dit qu'attention, non, quand même, activer la connexion, ça pouvait être dangereux pour les utilisateurs parce que ça les localise. Les Russes peuvent viser le sol, mais ne peuvent pas détruire l'infrastructure Starlink. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu nouveau. Les Russes essayent de détruire des infrastructures quand elles sont grosses, centralisées, machin. L'Internet par satellite, c'est pas... On peut pas le mais ça met quand même en danger le citoyen, l'utilisateur. Et il faut qu'il allume pas longtemps, qu'il se déplace. Enfin, il y a des solutions. Mais effectivement, il fait bien de prévenir. Mais c'est vrai que Elon Musk est tout à fait autonome sur son déploiement. Il est ses autonome, satellites, son matériel. Ses satellites. Et ce qui est très frappant, moi, c'est l'analogie entre les kits de connexion Starlink, qui sont au fond assez légers, assez faciles à activer, etc., et les petits lance-missiles qui sont aujourd'hui une des armes des Ukrainiens, qui tiennent dans un coffre de petites voitures et qui peuvent dézinguer un char. Et dans les deux cas, c'est une dissémination un petit peu partout. Alors, évidemment très high-tech, dans les deux cas en réalité, et en mode guérilla. C'est-à-dire l'hypothèse de dire que les grandes armées extrêmement puissantes sont mises en échec par des systèmes distribués. Et c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je trouve ça absolument passionnant parce qu'il ne suffit pas d'avoir des centaines de milliers d'hommes qui, en plus, nécessitent une logistique ahurissante. Là, c'est les bagnoles des gens. Alors, il faut quand même être capable aussi d'envoyer des satellites, des constellations satellitaires. Justement. Là où Elon Musk gagne, c'est par une balle perdue. Son concurrent OneWeb ne peut plus envoyer des satellites depuis Baïkonour. Ah bah oui, ils sont dépendants des Russes. Oui. Ben voilà. C'est un peu embêtant. Donc, je reviens quand même à cette idée que Elon Musk est en train aussi de s'installer et de c'est le seul à avoir prendre des positions et il sera indélogeable. Il a une avance considérable aujourd'hui sur son offre satellitaire. Mais derrière, il y a d'autres questions qui sont les questions de la résilience du numérique en temps de crise et en temps de catastrophe, qui est des questions qui, pour l'instant, ont été traitées uniquement par les détenteurs de grosses infrastructures qui avaient besoin d'être résilientes, redondantes et ainsi de suite, qu'on connaît sur les réseaux, qu'on connaît sur les data centers, etc. Mais tout le reste du numérique est fragilissime. Nous, on a fait un boulot qu'on avait engagé avant la crise Covid qui s'appelait Numérique tout risque, en disant mais est-ce que le numérique d'aujourd'hui n'est pas trop luxueux et pas trop fragile pour le monde de demain qui est un monde incertain? Et en fait, ça se vérifie constamment. Moi, j'ai été frappé au moment des histoires de la vallée de la Roya par le fait que aujourd'hui, dans la population, on ne savait plus faire la brave connexion Wi-Fi qu'on savait faire il y a 20 ans, qui permet, sans accès à Internet, de se connecter en IP, de partager, de publier des infos dans un territoire local. Aujourd'hui, les moyens low-tech... On fabriquait même son équipement Wi-Fi à une époque. Et antenne Ricoré. Avec la boîte de conserve. Exactement. Mais aujourd'hui, les moyens low-tech en situation de crise, on les voit parfois ressurgir. On les avait vus au printemps arabe, on les a vus dans quelques situations. Et pour moi, ils ont un gros avenir. Ça et les architectures distribuées versus centralisées. Oui, carrément. Alors, quel est votre sentiment face à la censure sur les réseaux sociaux de RT France, de Sputnik? Quel est votre sentiment là-dessus? Et aussi sur le fait que Twitter a notifié comme média affilié à un État, la Russie, certains comptes de journalistes qui travaillent pour RT ou qui ont travaillé pour RT. Mais c'est eux les plus malins. C'est-à-dire plutôt de censurer Twitter. De dire plutôt de censurer, il dit je vous préviens juste, voilà, ils ont quand même coupé l'accès, puisque c'est une demande de l'Union européenne, ils ont quand même coupé l'accès à RT France et Sputnik. Mais ça, c'est aussi. Voilà, donc ça, il y a d'une part la réponse politique qui dit je veux la paix sur le continent et donc je ne peux pas laisser ce que je... Alors, je suis obligé de dire que ce que je considère comme des fake news, moi, en Europe, parce qu'à la limite, Elon Musk lui-même dit toutes les informations sont un peu de la manipulation, plus ou moins. Faut être donc très très prudent avec ça. Il n'y a que le politique qui peut décider. Si on a élu nos gouvernants décident à un moment, pour éviter la révolution, de bloquer des choses. Là où je voulais vous faire réagir aussi, c'est que Twitter va au-delà finalement de ce qu'a décidé le politique. Oui, bien sûr.
Bien sûr, il y a cette espèce de tension qui existe depuis très longtemps entre est-ce que les plateformes et les médias en ligne doivent s'autoréguler ou est-ce que les États doivent les réguler. Dès qu'on est dans cette crise absolument exceptionnelle qui est mondiale, le CSA ou l'ARCOM local, rideau, quoi, c'est bon courage. Donc ça se joue ailleurs et autrement, soit parce qu'un cadre collectif, diplomatique, etc., s'en mêlerait, mais pour l'instant il s'en mêle quand même très très peu, soit parce qu'en effet il y a des concertations qui ont lieu de façon plus bricolée et avec des acteurs qui se disent que s'ils ne font pas ça, ils vont porter une part de la responsabilité d'un ensemble de catastrophes. C'est l'invasion du Sénat américain. Mais au fond, ça pose quand même le problème du libre arbitre. Hein. Nous, que devient notre libre arbitre? Alors, ça pose des questions éthiques, parce que souvent on parle d'éthique numérique, d'éthique de l'IA, de manière un peu vague. Là, c'est un cas d'école, c'est très concret. On n'est pas en présence on n'a pas avec le numérique une place publique sereine. Ouais. On peut dire que les modèles économiques font qu'on favorise le buzz et on favorise l'extrême, donc ceux des chaînes, ceux des plateformes, ceux de tout ça, etc. Ce qui veut dire que quand on veut pouvoir discuter, débattre et exercer l'esprit critique, etc., ça fait des années que c'est mal parti. Et qu'en face de ça, il y a une panoplie de mauvaises solutions. Il y a la solution on fait rien, il y a la solution tout est autorisé. Et donc on est obligé de prendre des décisions extrêmes parce qu'on a situation extrême. Et qui sont imparfaites, forcément. Capitol, c'était une situation tellement extrême. Est-ce qu'il fallait couper les comptes de Donald Trump et les empêcher en tant que citoyen de s'exprimer? Au fond... En fait, il faut prendre le problème à la racine. Quoi. Le problème le problème des modèles de ces plateformes et de leur modèle économique. L'appel à la guerre n'est jamais une liberté d'information, paraît-il. Jamais. Et là, donc réaction à situation urgente. Ok, on enchaîne, on va reparler d'Elon Musk parce que je voulais vous faire réagir aussi sur Tesla qui a donc reçu le feu vert pour enclencher la production dans sa méga usine, la Gigafactory européenne. Ce sera près de Berlin. On attend 500 000 véhicules produits par an. Ouais. Et c'est très... Enfin, pardon, je commence, mais Tesla, j'y suis depuis très longtemps. Eh oui, en 2016, la production, je comparais un truc très simple, la production de Tesla et la production de Porsche. En 2016, c'était 30%. Tesla faisait un tiers de Porsche. En 2018, c'était à peu près égalité. En 2020, ils étaient presque double. L'année dernière, ils ont fait 3 fois la production de Porsche. C'est une slide qu'on peut peut-être présenter. On laisse peu faire. importe. Ouais. Et donc la vraie question qui se pose, c'est maintenant qu'ils s'installent en Europe. Aujourd'hui, les modèles Y, elles arrivent de Shanghai. Donc c'est compliqué d'inonder le marché européen, c'est cher, etc. Avec son usine de production sur place, qu'est-ce que ça va donner en Allemagne, au cœur de la patrie de l'automobile en Europe? Qu'est-ce que ça va donner pour le coup d'après? Et donc je me suis juste amusé à faire une autre projection en comparant Tesla et Audi. Oui. Et Tesla dépasse Audi en 2023. Alors là, ça c'est le slide Tesla-Porsche et voilà Tesla-Audi. Tesla-Audi, voilà. Donc en 2023, si je fais juste les courbes, les chiffres 2021 sont à jour. Donc en 2021, Tesla fait la moitié des Audi. La moitié. Il faisait peanuts en 2016. Il n'était pas visible. Et ça remet sur le tapis toujours la même antienne qui est: est-ce qu'on prend à temps les virages disruptifs quand on est un industriel établi, rentable, voire rentier? Ça peut secouer le marché de l'automobile européen? Ça a déjà secoué. Ça secoue déjà. Et puis, au fond, il raconte très bien, Elon Musk, qu'il est encore au début du chemin dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on parle d'une gigafactory, on en parle entre autres choses parce qu'elle est en Allemagne et qu'il y a eu énormément de résistance à son installation. Et puis, c'est pas la seule gigafactory qui est en train de s'installer en Europe en ce moment. Mais en fait, ce qu'il dit lui-même, c'est je vais vers les 100 gigafactories. C'est-à-dire que c'est une de plus, mais c'est une de plus sur un chemin où il pense que juste qu'il va être le gagnant. Et en plus, alors il est en train de dicter presque la norme de ce que sera une voiture autonome. Alors il nous dit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 1000 km d'autonomie. Donc il est en train finalement de définir le standard. Non, il ne définit pas. Il fait une analyse d'ingénieur très classique. Vous savez qu'on ne peut pas faire des fusées trop énormes qui veulent aller trop loin, parce que si on met trop d'essence, elles ne décollent même plus. Oui, alors il nous explique là, sinon on aurait des batteries trop lourdes. De toute façon, on ne les utilise pas à plein, donc ça ne sert à rien. C'est le Hummer, le dernier Hummer électrique. La batterie pèse, 1 tonne 4. Voilà. Donc il faut déplacer 1 tonne 4, ça a juste
Ça n'a pas de sens. Et donc, C'est absurde. comme toujours parlé dans les systèmes distribués, il y a qu'est-ce que je mets embarqué, qu'est-ce que je mets dans le réseau de recharge. Il a fait un réseau de recharge très rapide. On peut s'arrêter des minutes tous les 500 bornes. Quoi. C'est la même histoire que Starlink, cette histoire. C'est-à-dire qu'au fond, il considère que c'est beaucoup plus intéressant de miser sur une infrastructure qui, en plus, lui donne un pouvoir infini, puisqu'il a le cash pour y aller, il va y aller autrement que d'autres sont allés, etc. Et à partir du moment où il a l'infra, effectivement, il n'a pas besoin de poursuivre une course en avant vers des batteries toujours plus légères dans 2 minutes. Il a besoin juste de dire comptez sur l'infra. Et ayant l'infra de satellite, ayant l'infra de c'est pragmatique, efficace. Et surtout, pas de très dépenses organisé. inutiles en R&D. Mais très organisé. C'est-à-dire que typiquement, parce qu'il a des fusées qui redescendent, il peut faire Starlink. Ariane n'ayant pas l'accès aux constellations satellites, il n'a pas pensé à faire des fusées réutilisables. C'était il y a quelques années. C'est vraiment un tout qu'il faut considérer comme un tout. Il nous reste 1:30 pour parler de l'annonce de Cédric O qui dit qu'il va quitter la politique. Alors ce sera à l'issue du mandat. Du premier mandat, on ne sait pas, en tout cas de ce mandat d'Emmanuel Macron. Il veut partir dans le privé. Moi j'ai trouvé que c'était un peu précipité comme annonce. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pourquoi maintenant ? Oh non, j'ai l'impression que beaucoup de gens en ce moment, du côté des députés, disent je me représente ou non, du côté des politiques. Ça se positionne en fait. Oui, ça se positionne. Et puis en plus, dans le champ numérique, ça pose pour moi une question super intéressante qui est est-ce que c'est un champ politique ? Et en fait, j'ai l'impression que dans un monde dans lequel on déprécie souvent le politique, on n'a jamais eu autant besoin de politique. Et il y a la question qui est sur la table de plein de gens en ce moment, qui consiste à dire est-ce qu'il faut un vrai, entre guillemets, ministère du numérique plutôt qu'un secrétariat déjà ultra léger qui n'a pas de service en dessous. Et Jacques-François, quelle est votre opinion sur cette question ? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas nommer un ministère de plein droit sans des administrations en dessous. Sinon, en fait, en France, il y a 15 ministères, point final, ceux qui ont des administrations, et les autres, ils font la guerre en dentelle. Et je pense qu'on est sur des sujets qui méritent une vision politique, un portage politique et des moyens, parce qu'on est dans un monde qui en a besoin et que c'est super compliqué d'avoir même si Cédrico a pu bénéficier de PIA, plan de relance, etc., qui lui ont donné des vrais moyens, et puis qu'on est trop léger sur ces sujets-là. Donc un ministère, oui, mais pas fantôme. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On n'a plus le temps d'aller plus loin. Jacques-François Marchandise, de cofondateur de La Figue, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Merci Delphine. On se retrouve juste après la pause dans Smart Tech. On va reparler du smartphone avec une nouvelle mutation, la mutation en terminal de paiement professionnel. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, la quotidienne de l'innovation et du numérique que vous regardez sur la chaîne Bismart, mais vous suivez aussi sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir une innovation autour du vélo. C'est un casque gonflable et écologique. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, ensemble, on va s'intéresser à la transformation des smartphones en véritables terminaux de paiement, se substituant petit à petit aux autres solutions. Oui, tout à fait. Alors, vous avez dû suivre ces derniers mois les aventures d'Ingenico, cette grande société française qui a été créée en 1980 et qui s'est hissée en quelques années au rang de géant mondial des terminaux de paiement électronique, ces boîtiers utilisés par les commerçants dans le monde entier pour encaisser les paiements par carte bancaire. Alors, en une quarantaine d'années, Ingenico a écoulé plus de 300 millions de TPE, les terminaux de paiement électronique, auprès de 550 000 commerçants dans plus de 170 pays. Donc une formidable réussite qui a intéressé son compatriote Worldline, qui a dépensé près de 8 milliards d'euros pour racheter Ingenico en 2020. Mais les actionnaires du groupe ont décidé de le revendre récemment pour à peine 2 milliards d'euros, donc au fond Apollo, soit à peine un quart en fait, du coût d'acquisition. Et alors, quel contexte peut expliquer cette énorme baisse de valeur ? Alors, il y a d'une part, évidemment, la crise Covid qui a fragilisé de nombreux commerçants et qui sont les clients historiques du groupe Ingenico. Mais au-delà de ça, cette dépréciation s'explique surtout par la concurrence de nouvelles startups qui misent sur le smartphone, évidemment, pour concurrencer les terminaux de paiement électronique. Alors, on peut citer le britannique SumUp, le suédois iZettle ou l'américain Block, qui ont commencé à utiliser donc les smartphones comme alternative au TPE. Alors, elles utilisent bien sûr le
smartphone, mais aussi un petit boîtier complémentaire pour lire soit la piste magnétique de la carte bancaire ou la carte à puce de la carte bancaire pour gérer la transaction. iZettle a été racheté par PayPal pour près de 2 milliards d'euros, donc c'est la valeur actuelle d'Ingenico. Mais la référence, c'est clairement le groupe Block et sa solution Square, qui a été fondée par Jack Dorsey. Vous savez, c'est le cofondateur de Twitter, qui aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 milliards de dollars et qui a atteint une valorisation de 60 milliards de dollars. C'est 30 fois la valeur d'Ingenico. Pour autant, ces fintechs, elles pourraient elles-mêmes être disruptées. Oui, clairement, parce que l'avenir n'est plus au hardware dédié, mais plutôt aux solutions logicielles. Les Américains, ils parlent de soft POS, Software Point of Sales. Et sur ce marché naissant, on peut citer plusieurs startups. Alors, il y a des entreprises comme MyPOS, Déjà Mobile ou encore FOS qui fonctionnent sur des smartphones Android et qui donc permettent à ces smartphones d'être des terminaux de paiement d'encaissement pour des paiements par smartphone, mais surtout par carte bancaire ou par watch. Et dans l'univers iOS, Apple a racheté une start-up baptisée MobiWave afin de lancer aussi des solutions de paiement électronique. La solution s'appelle Tap2Pay. Elle est testée actuellement aux États-Unis. Elle n'est pas encore disponible chez nous. Et elle permettra effectivement de transformer un iPhone en terminal de paiement, donc pour encaisser les paiements, une fois de plus, par carte ou par des solutions électroniques. Professionnels. Et les paiements sans contact, eux, ils sont majoritaires aujourd'hui ? Alors, on en avait parlé l'été dernier. Il y a eu une première étude qui avait été publiée par la Banque de France qui estimait que le paiement sans contact en 2020, c'était à peu près 36% des paiements en France, donc un gros tiers. Mais selon une autre étude plus récente, publiée par l'Observatoire des paiements CTLM, parue la semaine dernière, cette proportion serait montée à 53% en 2021, donc faisant du sans-contact effectivement une solution désormais majoritaire en France. Et pour l'anecdote, l'Observatoire CTLM nous dit que même pour l'achat d'une baguette de pain, désormais 76% des Français ont recours à une solution sans contact, preuve clairement de la démocratisation de cette technologie. Alors bon, donc le futur est radieux, j'imagine, pour toutes les solutions de paiement sans contact et ces logiciels POS. Alors effectivement, il est radieux, mais il ne faut pas que les commerçants sautent les étapes. Il y a encore la moitié des Français qui payent de manière traditionnelle, donc il ne faut pas supprimer du jour au lendemain tous ces équipements et il faut continuer de pouvoir proposer l'alternative aux clients. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une concurrence technologique avec une approche basée sur les QR codes. En Asie, par exemple en Chine, des solutions comme WeChat Pay ou Alipay ne fonctionnent pas en sans contact, elles fonctionnent avec les QR codes. Donc il y aura une concurrence technologique. Mais oui, clairement, l'avenir il est au sans contact. On pourra très bientôt payer de smartphone à smartphone avec n'importe quel commerçant. On pourra aussi probablement envoyer sans contact de l'argent à de simples particuliers. C'est aussi des gestes qui pourraient progressivement se démocratiser. Selon une étude réalisée par Accenture, le marché des paiements sans contact est évalué déjà à 50 milliards de dollars dans le monde et devrait connaître une croissance régulière de près de 18% par an à la faveur de la démocratisation de ces technologies. Alors, on enchaîne avec deux news. D'abord, près des 2 tiers des 15-24 ans sont mobile only. Oui, à l'occasion de la publication de son année Internet, Médiamétrie a publié quelques chiffres sur les usages des Français. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, il y a 53,5 millions de Français qui sont des internautes. C'est 84% de la population française. Et sur les 45 millions qui se connectent quotidiennement à Internet, 67% utilisent un smartphone. Donc, le smartphone est majoritaire, on parle de mobile first, avec un temps d'écran de l'ordre de 1h38 par jour sur smartphone contre 2h26 pour l'ensemble des écrans. Et ce qui est effectivement intéressant dans cette étude, c'est que pour les 15-25 ans, les 2 tiers sont non seulement mobile first, mais mobile only, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que leur smartphone pour se connecter, avec des temps d'usage très importants, de l'ordre de 3 heures pour ces populations. Et Médiamétrie pointe également l'existence de power users qui atteignent jusqu'à 8 heures par jour avec ce type de terminaux. Une réalité impressionnante, mais qui ne surprendra peut-être pas les parents d'adolescents. Mais qui peut inquiéter aussi. On termine très rapidement avec les messageries françaises Scred et TwinMe qui fusionnent. Oui, alors Scred, c'est une application qui a été lancée il y a déjà 5 ans par Pierre Bélanger, le patron de Skyrock, et qui est un peu la lointaine héritière des Skyblogs qui avaient dominé l'univers du social media dans les années 2000. Et ils viennent d'annoncer leur fusion avec TwinMe, une société peu connue, mais qui fournissait justement la technologie à Scred. Et donc les 2 applications, elles revendiquent aujourd'hui 10 et 5 millions d'utilisateurs. Elles vont pouvoir mutualiser leur communauté. On rappelle que le positionnement était assez original puisque ces 2 messageries ne réclamaient aucune donnée personnelle. On pouvait se connecter même avec un simple pseudonyme, donc garantie vraiment de sécurité. Et cette approche permettra à la future super app française de rivaliser avec WhatsApp, Messenger, iMessage, Signal ou encore Telegram, qui misent depuis leur création sur la confidentialité des données pour attirer de nouveaux utilisateurs. Et oui, ô combien. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, pour toutes ces news sur le mobile.
ville et son économie. À suivre dans Smart Tech, notre séquence est demain. Je suis avec Cécilia Sévry pour faire un zoom aujourd'hui sur un casque gonflable écologique pour les utilisateurs de 2 roues. Oui, bonjour Delphine. Effectivement, c'est une techno qui nous vient d'une start-up française qui est basée à Strasbourg. Alors, on a vu défiler plusieurs versions de cette technologie diffusée par la start-up depuis quelques années. Là, on est arrivé à une version finale. Elle pèse seulement 350 grammes, cette innovation, et elle peut se glisser dans une poche. Alors, son secret, c'est l'air à ce casque. En fait, il est livré avec une petite pompe et un boîtier qui n'est pas plus gros qu'une boîte à lunettes. Alors, la pompe, c'est pas pour gonfler les roues du vélo, je vous rassure, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir à gonfler son casque avec la bouche, parce que là, ce serait un peu contraignant. Donc, on sort la petite pompe et on le gonfle en quelques secondes, c'est assez rapide. À l'intérieur, il y a de l'air. En fait, il y a des poches qui sont bien réparties dans cette structure qui est entourée d'une matière souple qui va quand même donner la forme au casque. Et donc, les poches sont bien réparties pour pouvoir accueillir les chocs. Donc en fait, grâce à cette technologie, grâce à l'air tout simplement, au moment d'un choc, l'énergie cinétique qui va être absorbée va être diffusée. Contrairement à un casque dur où l'énergie va se concentrer sur un point localement et donc il n'y a pas de moyen de diminuer cette énergie cinétique, de la faire se diffuser. Donc au moment de l'absorption, ça va tout changer. A priori, ce casque-là serait 3 à 4 fois plus efficace qu'un casque dur qui existe aujourd'hui. Ça en ferait le casque le plus protégeant au monde. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'en cas d'accident, on ne va pas être obligé de le jeter comme un casque classique ? Alors non, et tant mieux, parce qu'il fait quand même 250 €. Ouais. Ce casque, non, parce qu'en fait, il n'est pas abîmé. Alors peut-être que le tissu sera abîmé, là ce sera à vous de voir, mais technologiquement, il n'y aura pas de choc, il n'y aura pas de coup, rien ne peut être cassé, et ça c'est quand même un énorme avantage. Alors, on a dit qu'il était écologique aussi, ce casque. Oui, écologique. 86% de matière du tissu fabriquée à partir de tissus recyclés. Autre avantage, il est fabriqué en France, c'est important. Alors, quand même, pour conclure, le plus gros avantage, c'est que ce ne soit pas encombrant, qu'on puisse le glisser dans la poche. C'est ce qui retient la plupart des utilisateurs aujourd'hui de 2 roues, de se protéger, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas envie de trimballer leur casque toute la journée. Autre point intéressant, on a vu il y a quelques années, à peu près 2 ans, cette start-up développait une solution pour les véhicules accessibles en libre service. Donc, il y avait un petit boîtier comme ça, et ce boîtier, il libérait au moment où l'application a été activée, le casque qui se gonflait automatiquement. Et ça, c'est une solution assez chouette. On ne sait pas trop où ils en sont aujourd'hui dans le développement. Peut-être qu'il y a des partenariats qui se préparent. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais c'est quand même hyper intéressant parce qu'il faut être réaliste. Quand on va louer une trottinette électrique ou un vélo électrique, on n'a jamais un casque avec nous. On ne cherche pas à en louer. D'ailleurs, le service n'existe pas. Pourtant, c'est important. Les accidents arrivent et ce sera mon chiffre pour conclure. 11 morts à trottinette en 2019, 180 morts à vélo. Donc, vous voyez, il vaut mieux sortir couvert. Merci Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. On se retrouve demain. Demain, ce sera le grand rendez-vous dans l'espace autour du financement du secteur spatial et aussi la grande interview avec le docteur Nicolas Hertel qui nous parlera d'un traitement contre le Covid, en tout cas contre le développement de formes les plus sévères. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.